Ah, les glaciers. Ils sont un peu le théâtre de nos plus grands rêves, mais aussi de nos plus profondes angoisses. Depuis des siècles, ces géants de glace nous fascinent, nous attirent et parfois nous engloutissent. On va explorer ensemble cette relation vraiment complexe, ce double visage du glacier, de l'épopée de la conquête jusqu'à la prise de conscience de sa disparition. En fait, tout est dit là. D'un côté, on a une beauté à couper le souffle, une puissance qui force l'admiration. Et de l'autre, un environnement extrême où la moindre petite erreur peut être fatale. C'est cette tension permanente entre la merveille et le péril qui a vraiment façonné toute notre histoire avec les glaciers. Et cette histoire, elle commence par une quête effrénée de gloire. On est dans l'âge héroïque de l'exploration polaire. Les immenses étendues de glace de l'Antarctique et du Groenland deviennent la scène d'un véritable drame humain, une lutte acharnée pour la survie et pour la postérité. Au début du XXe siècle, tous les regards sont tournés vers le pôle Sud. C'est le dernier grand trophée de l'exploration sur Terre. Et cette carte, elle nous montre le champ de bataille, si on peut dire. Une étendue de glace absolument immense où s'affrontent des expéditions rivales. Chacune a sa propre stratégie pour atteindre le point le plus au sud de la planète. En gros, cette course se résume à un duel de méthodes. D'un côté, on a le Norvégien Roald Amundsen, un pragmatique, super efficace, petite équipe, des centaines de chiens experts du froid et une logistique millimétrée, avec des dépôts de vivres installés bien à l'avance. De l'autre côté, le Britannique Robert Falcon Scott, lui, c'est une expédition plus lourde, à la fois scientifique et exploratoire. Il s'appuie sur des poneys de Mandchourie qui sont complètement inadaptés. Et finalement, son équipe va devoir tirer elle-même les traîneaux. Deux visions, deux destins. Et là, la chronologie est implacable. Amundsen, il atteint le pôle et il revient sans problème. Scott, lui, arrive 1 mois après et découvre le drapeau norvégien. Le retour est une véritable agonie. Bloqué par le blizzard, à bout de force, il meurt de faim et de froid. Et le pire, c'est qu'ils sont à seulement quelques kilomètres de la survie. Ça montre bien que sur la glace, la marge entre le triomphe et la tragédie est incroyablement fine. Et attention, ce danger ne concernait pas que les conquérants. Le grand scientifique Alfred Wegener, celui qui a eu l'idée de la dérive des continents, a connu un sort similaire. Il est parti ravitailler une station scientifique au cœur du Groenland et il a disparu dans une tempête. La science aussi a payé un lourd tribut à la glace. Mais après cette ère des héros un peu solitaires, la conquête a changé de visage. L'humanité a cherché à s'installer durablement sur les glaciers pour transformer ces terres hostiles en de gigantesques laboratoires à ciel ouvert. La science est devenue la nouvelle frontière. Mais comment on fait pour vivre dans un environnement pareil? Les défis sont juste immenses. Le paradoxe le plus dingue, c'est le risque d'incendie. Pensez-y, sans eau liquide, un simple feu peut détruire une base entière. Ajoutez à ça des températures qui peuvent geler l'acier, des vents capables de vous faire tomber et des blizzards qui effacent le monde autour de vous. Bâtir ici, c'est une vraie prouesse technique. Et pourtant, on l'a fait. Regardez ce chiffre, 1-300. C'est la capacité d'accueil de la base américaine de McMurdo. Ce n'est plus un campement, c'est une véritable ville sur la glace. Avec ses propres routes, ses bâtiments, un contraste absolument saisissant avec l'immensité vide qui l'entoure. Et McMurdo n'est pas toute seule, loin de là. Cette carte nous montre que l'Antarctique, aujourd'hui, est un continent vraiment international, entièrement dédié à la science. 29 pays y ont installé des bases, ce qui crée une sorte de mosaïque de points de présence humaine sur la calotte glaciaire, tous unis par la recherche. Et ça illustre parfaitement l'ingéniosité qu'il faut pour survivre ici. Parce que la glace n'est pas statique, elle bouge, elle se casse. Alors la solution des Britanniques pour leur base Alès 6, la montée sur des skis géants. Quand la glace menace de se briser et d'emporter la base vers la mer, hop, des tracteurs la déplacent simplement plus loin. C'est l'adaptation ultime à un paysage qui change tout. Cette présence scientifique a, petit à petit, ouvert la voie à une autre forme d'exploration, le tourisme. Aujourd'hui, les glaciers ne sont plus seulement des objets d'étude. Ils sont devenus des destinations, des lieux d'aventure et de contemplation pour des milliers de personnes. Et la croissance est juste exponentielle. Dans les années 80, visiter l'Antarctique, c'était l'affaire de quelques pionniers. Aujourd'hui, comme le montre ce graphique, c'est plus de 71 000 personnes qui s'y rendent chaque saison. C'est une transformation radicale. Un des endroits les plus reculés de la planète est devenu une destination touristique majeure. Mais cette démocratisation de l'accès à la haute montagne a un prix. Prenons l'exemple du Mont Blanc. La voie la plus fréquentée passe par un endroit au surnom plutôt sinistre, le couloir de la mort. C'est un passage obligé, mais il est extrêmement exposé aux chutes de pierre. Le bilan est lourd. Entre 1990 et 2017, 102 personnes y ont perdu la vie. Ça fait en moyenne presque 4 morts par an, juste dans ce couloir. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que le danger, même sur des itinéraires très populaires, reste bien réel et même quantifiable.
Et ce qui est vraiment intéressant avec ces données, c'est ce qu'elles nous révèlent. Regardez le graphique de droite. On a deux courbes, celle des chutes de pierre, qui augmente avec la chaleur de la journée, et celle du passage des alpinistes. On voit très clairement que le pic de fréquentation à la descente en fin de matinée coïncide parfaitement avec le moment où les chutes de pierre sont les plus nombreuses. C'est l'intersection mortelle entre le comportement humain et les rythmes de la nature. Cette présence de plus en plus forte, qu'elle soit scientifique ou touristique, et les dangers qu'elle révèle, ça coïncide avec une nouvelle prise de conscience: les glaciers ne sont pas éternels. On a commencé à les voir comme un héritage mondial, un patrimoine qu'il faut absolument protéger. Et cette reconnaissance maintenant, elle est officielle. L'UNESCO a inscrit des dixièmes de sites glaciaires au patrimoine mondial. Elle reconnaît leur valeur universelle exceptionnelle pour l'humanité entière. Ça va de la Suisse à la Nouvelle-Zélande, en passant par le Canada ou l'Argentine. Et c'est là qu'on touche au paradoxe le plus tragique de notre époque. Au moment même où on célèbre cet héritage, il est en train de fondre sous nos yeux. L'UNESCO elle-même estime qu'entre 30 et 60% de cette glace, classée patrimoine mondial, pourrait avoir disparu d'ici la fin du siècle. Pour bien comprendre ce changement de rapport à la glace, cette comparaison est juste parfaite. Au XIXe siècle, la glace de glacier, c'était une ressource essentielle, un frigo naturel indispensable pour conserver le poisson ou la viande à Paris. Aujourd'hui, c'est devenu un produit de luxe ultime. On va carrément chercher des morceaux d'iceberg millénaires au Groenland pour les vendre à Dubaï comme des glaçons exclusifs. On est passé de la nécessité à l'excès le plus total. Et ce trajet, il est presque surréaliste. Imaginez un morceau de la calotte glaciaire du Groenland, extrait, conditionné, transporté par bateau et par avion sur des milliers de kilomètres, pour finir par fondre dans un verre. C'est peut-être l'image la plus frappante des contradictions de notre relation actuelle avec ces géants en surface. Ce qui nous amène à cette question finale. On parle de préserver ce patrimoine, de le transmettre aux générations futures. Mais que reste-t-il à transmettre quand l'objet même de cet héritage est en train de se dérober, de se transformer en eau et de disparaître dans l'océan? C'est le défi vertigineux auquel on est tous confrontés.